Cet épisode a une distance de 8 km à un pace de 5 minutes 45. Ici, on parle d'entraînement, de motivation, d'équilibre et tout ce qui nourrit notre passion pour la course. Je vous présente Coach Bill, curieux de la science derrière le sport. Il analyse les tendances et nous propose des stratégies pour courir de façon plus efficace et intelligente. Je vous présente Coach Isa, avec qui chaque foulée trouve son équilibre. Elle crée une connexion authentique avec nos invités, ce qui nous donne accès à des humains formidables et des histoires inspirantes. Que vous soyez sur bitume, en sentier ou bien à l'écoute chez vous, on est là pour vous aider à avancer. Embarques-tu avec nous pour une petite course? Salut Coach Isa! Salut Coach Bill, comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, t'as-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru cette semaine, puis je suis encore parti sur des 7 kilos. Puis, naturellement, là, tu sais, souvent, je tournais plus autour, là, le midi du 7, 8, 9, 10. J'essayais d'étirer, de mettre le maximum de millage dans le peu de temps que j'avais. Puis, dernièrement, je dis, tiens, on va prendre ça un peu plus mollo, on va étaler mon millage. C'est toi qui me l'as proposé, puis je trouvais que c'était une bonne idée pour avoir une progression là, dans mon training marathon, vers le marathon, plus soutenable, puis être moins tout le temps à bout de souffle, là. Fait que je fais encore des 7. J'en ai refait encore 2 cette semaine sur des tracés complètement différents. Que je me rends compte que j'ai beaucoup de possibilités de 7 km autour de moi. Très cool. Ouais. Toi, tu courais cette semaine? Oui, puis je l'ai raconté. Une petite sortie que j'ai faite que j'ai appelée intervalle coaché par mes jumeaux. C'était pas possible de courir cette journée-là. J'étais avec eux à la maison. En tout cas, là, ça s'en va dehors, ça embarque sur la trottinette. Puis, tu sais, à l'âge qu'ils ont, faut quand même que je les rattrape à la course. Fait que j'ai tenté le coup. J'ai dit, je vais partir ma montre. Pour pire, j'enregistrais pas. Mais crème, ça le faisait. Fait qu'on s'est rendu sur un genre de stationnement abandonné. Là, y a rien là-dessus. Puis c'est quand même assez grand. Puis c'est assez sécuritaire pour que je les laisse aller à vitesse qu'ils veulent avec leur trottinette. C'est pas comme dans la rue, je peux pas m'en aller à 300 mètres. Il arrive un char, puis tu sais, ils sont jeunes quand même. Fait que dans ce petit secteur-là, c'était sécuritaire. Fait que là, ils se sont mis à s'inventer des jeux. Puis là, moi, j'étais Flash McQueen, puis lui, c'était Doc, puis l'autre, c'était Sally. Puis là, il me faisait des stop and go. Puis là, quand ils levaient la main, ils levaient leur bâton. Là, c'était là, tu peux pas y aller. C'est rouge, puis quand c'est vert, tu peux y aller. Fait que j'en profitais, je faisais juste des intervalles, je traversais le terrain. Puis eux, il y avait du fun, hein? Ils faisaient leur petit décompte, puis je faisais ce qu'ils disaient. Fait que tout le monde était heureux, puis ça m'a permis de faire pas tant de millage que ça. Finalement, ça a donné comme 2,6 km, mais c'était déjà ça. Fait que j'ai pu bouger, puis tu sais, j'avais pas l'excuse de « Ah, mais non, tu sais, j'étais pris avec les enfants à la maison, j'ai pas pu aller courir. » Mais non, crime, j'ai quand même pu bouger, puis à défaut de faire du continu, ben, je suis allée plus en intervalle. Mais je suis allée valider mes infos tantôt, voir c'était quoi mes intervalles, puis ça a pas fonctionné avec Strava, là. En tout cas, je peux pas savoir à quelle vitesse je faisais mes intervalles, mais quand même, ils sont faits. Quand même. Puis comme tu dis, toi, t'as trouvé une méthode d'aller bouger. Puis t'as fait bouger tes gars aussi, là. Ben, clairement, ben oui. Ouais. Puis on a passé un bon moment, là. Ouais, c'est cool. Avant d'aller plus loin, je veux tourner des réseaux de ce que j'ai trouvé cette semaine. Puis il y en a un qui m'a frappé. C'est un Canadien, Evan Dunphy, qui est un athlète de haut niveau quand même au Canada en course à pied. Non, je me rétracte. Qui est un athlète de haut niveau de sport. Et je vous explique pourquoi. Il était en Slovaquie récemment pour un 35 km qu'il a terminé en 2h21 pour un record du monde. Mais la pogne, c'est qu'il courait pas. Il marche. OK. Si on fait le calcul, là, 35 km en 2h21, 40 secondes, ça donne un pace de 4,03 à la marche. Ben voyons, OK. C'est fascinant. Ça fait quelques fois que ce gars-là, je le vois battre des records soit canadiens ou nord-américains. Là, c'était un record du monde. Puis tu sais, 35 km à la marche. Puis c'est rapide, là. Fait qu'il y a vraiment moyen d'avoir une technique de la marche, j'imagine, une marche olympique, là, et d'être excessivement rapide. Moi, ça me fascine. Wow, vraiment. Ouais. Puis ça me rappelle, dans les premières courses que j'ai faites organiser dans mes premières années, c'était à Trois-Rivières, à Boréalis, organisé par le Yeti. Et puis, il y avait Marcel Jobin qui venait. Marcel Jobin, ceux qui le connaissent, c'est un marcheur olympique qui reste dans la région, à Mauricie, à Saint-Boniface. Puis il est allé aux Olympiques à la marche. Là, il est rendu, il y a comme, écoute, j'oserais dire, là, 80 peut-être. Puis il marchait peut-être à pas loin de ça, 5,30, 5,35. Là, C'est capotant. je commençais à courir. J'étais là, hey, là,
Il était pas jeune, là. Lui, il marche à côté de moi, qui s'époumonne à courir, le jeune. Et bon, bref, je trouvais ça fabuleux, mais tu te coches dans l'ego, mettons, là, mais une fois ça passé, je fais comme, hey, c'est hot, là, qu'il soit aussi en forme. Ouais, méchante technique. Ouais, vraiment. Je salue Mylène qui nous a fait un commentaire sur Spotify sur l'épisode de Défoncer des portes sans tout péter, qui disait, je serais curieuse de vous entendre sur pourquoi la course, c'est pas mauvais pour les genoux. Puis on en a parlé dans quelques épisodes, mais notamment ceux que ça intéresse avec Étienne l'orthopédiste dans saison 3, épisode 31, qu'on en a parlé plus spécifiquement. Dans le dernier épisode, on a parlé de l'importance de découvrir son why, la raison profonde qui nous pousse à sortir courir à chaque fois. Que ce soit pour la santé, pour le plaisir, le sentiment d'appartenance ou juste pour prouver qu'on est capable, c'est notre moteur intérieur qui va faire en sorte que ça va durer dans le temps. On a aussi exploré comment se fixer des objectifs réalistes à court terme en utilisant la méthode SMART. Puis on vous a partagé des exemples concrets, comme l'histoire de Pierre-Luc qu'on trouvait vraiment inspirante quand il a fait son premier 2 km. Finalement, on a apporté l'idée d'installer dans votre horaire 3 sorties de marche, puis de commencer à trotter, commencer à intégrer la course graduellement avec des courts intervalles. Dans cet épisode qui fait suite au premier, on va enfin rentrer dans le vif du sujet, les premiers pas pour vrai de course. Maintenant que vous avez trouvé votre why, que vous avez fixé vos premiers objectifs, il est temps de passer à l'action. Qu'on parle aujourd'hui des engagements concrets à prendre, la planification de vos sorties, puis surtout comment surmonter les premiers blocages, qu'ils soient physiques ou mentaux. On va aborder le sujet pratique, comment se chausser, comment s'habiller, qu'est-ce qui est normal de ressentir, l'essoufflement, les courbatures, question de pas paniquer. Puis on va vous guider pas à pas dans les premières sorties, les premières semaines d'entraînement. Puis, comme le dirait Véronique, on essaye le plus possible de vous offrir plein de belles petites infos à mettre dans votre petit baluchon de coureur. Bonne écoute! Donc là, on a parlé du why, on a parlé d'objectifs. Fait qu'à ce stade, vous avez une belle phrase positive qui vous sert de moteur. Puis, vous avez un objectif plus ou moins clair qui peut être peaufiné. Puis là, vous avez ouvert votre agenda et vous allez fixer 3 courses par semaine pour les 8 prochaines semaines. Fait que vous essayez de trouver dans votre horaire un moment. Puis il faut absolument le faire. Si on le met pas dans l'horaire, c'est trop facile à skipper. Puis ça, faut pas y toucher. C'est l'avantage, je pense, c'est clairement pas obligatoire, mais c'est l'avantage des groupes de course où justement tu as un rendez-vous. Comme je vais jouer au hockey avec des chums, puis si mettons je suis goaler puis j'y vais pas, ils sont un peu dans le trouble, ben je vais y aller, tu sais. C'est le mardi soir, je vais au hockey. Mais là, quand t'es tout seul avec toi-même, puis comme tu dis, faut que je cours 3 fois cette semaine à un moment donné. Non. Faut minimalement, comme tu dis, t'es mets dans l'horaire, t'es place. Ça va être quand cette semaine? Puis peut-être que la semaine prochaine, c'est des moments différents. Prends le temps, début de semaine, de les replacer. J'ai mes amis mardi, jeudi, samedi. Ça fait-tu encore du sens pour cette semaine? Ben non. Ouais, non, on a une sortie samedi. Mais je peux y aller dimanche. Je vais le mettre tout de suite dans mon horaire dimanche. Ça vaut vraiment la peine. Sinon, c'est ben trop facile. T'arrives le samedi matin. Ah shit, j'ai pas le temps, on s'en va, c'est vrai. C'est pas grave, je le ferai pas. Non. Si elle est placée au début, ça devient ça ton événement que tu veux plus déplacer. Ben non, je peux pas aller magasiner samedi matin parce que j'ai ma course. On ira à l'après-midi. Parfait. Ouais, c'est les autres choses qui peuvent être déplacées, aussi. Puis aussi, si des fois c'est parce que tu as un enjeu d'horaire, d'activité, mais ça peut être un enjeu physique ou psychologique. Tu sais, mettons, t'es bien dans ton lit, t'étais supposé d'aller courir avec tes chums, puis là tu fais « Ah fuck, je vais rester couché. » Non! C'est là le piège du mental. Il faut que tu te dises « Ah non, je suis en train de me faire manipuler par mon lit, par mon corps qui est trop confortable dedans. » C'est à ce moment-là qu'il faut le plus que tu te lèves et que tu ailles faire ta sortie. Puis prendre des notes, tu sais, ok, ça ne tentait vraiment pas, puis finalement, ça a été une super belle sortie, ou peut-être ça va avoir été une sortie de merde. Pas grave, au moins, elle est faite. Juste un petit check dans l'agenda, c'est super aussi pour la motivation. Ouais, parce qu'il y en a des sorties de boîte, mais elles sont rares, pour vrai. Mais des sorties où je resterais dans le lit, je resterais assis devant.
Il y en a quand même pas mal. Mais on n'est jamais déçu quand on revient. Jamais. Puis, tu sais, des fois, ça va être, ouais, mais là, j'étais toute seule avec les enfants, tu sais, il était supposé être à la garderie, puis là, finalement, il était malade. Des fois, on a des options. Appelle un ami, ça va prendre 30 minutes, peux-tu venir garder le temps que j'aille faire ma sortie? Peu importe, là. C'est une raison, en fait. C'est juste d'arrêter de se faire prendre au piège. Oui, il y a des fois, il y a des enjeux, là, que c'est impossible d'y aller. Mais c'est rare, là. Des fois, je pense à des raisons que j'avais de pas aller courir, que je suis pas allée. C'est un choix que j'ai fait. Puis il y avait l'option de dire, OK, je vais y aller plus tard aujourd'hui, ou garde la course que j'ai parlé en début d'épisode, il faisait trop fret, le vent d'en face, puis j'avais une condition, je me sentais pas super bien. Je le savais que j'allais le faire le soir. Fait que j'ai fait tous mes kilomètres quand même, mais c'est un risque, c'est vraiment un risque à prendre, puis souvent, il y en a des alternatives. Puis tu me fais penser que c'était une statistique qui était sortie, ça, que ceux qui le font le matin ont beaucoup plus de chances de le réaliser puis de le faire parce que c'est comme ta première chose du matin. Ouais. Comme si ma fille m'écoute, eat the frog in the morning, fais ta tâche la plus difficile au départ. Fait que, tu sais, mais si c'est fait ta course le matin, c'est fait, c'est réglé. Après ça, tu peux pas avoir d'enjeu d'horaire de la journée qui va venir la déplacer, la bouger. C'est celle-là que tu as faite en premier. Tu sais, je dis pas qu'il faut courir le matin, mais c'est quand au niveau je vais dire logistique mentale de se déjouer, c'est un très bon truc. Si vous savez que toute la journée, il peut y avoir plein de raisons qui se pointent qui feraient que vous la feriez pas, ben essayez de la mettre le plus tôt possible dans la journée justement pour que ce soit priorisé. Parce que comme tu dis, la course du soir, on se l'était dit puis c'était très clair qu'on allait la faire. Ouais. Surtout que là, ce qui aidait, c'est qu'on était deux. S'il y en a un moindrement qui avait essayé de fléchir, on serait allé pareil. Ouais. Mais quand t'es tout seul avec toi-même, puis là, ça, ouais, c'est pas grave, hein, je la ferai pas. C'est facile. Donc là, une fois que tout ça est fait, on va aller chercher le matériel de base, quoique c'est pas essentiel d'y aller avant de commencer à courir. Parce que là, si ça devient une raison de pas commencer à courir, j'ai pas mes souliers de course. On a Pierre-Louis qui a commencé en bottes. On t'aime, Pierre-Louis. T'es un exemple parfait. On l'utilise, là. Mais... Hey, tellement! Hein, ça a beaucoup de valeur Ah pour oui. vrai. Fait que, tu sais, une paire de chaussures, idéalement de course, mais on peut commencer avec ces vieux espades avec lesquels tu tournes le gazon, là. Parce que de toute manière, au début, c'est une petite intégration avec des quelques minutes de course. Tu ne laisseras pas avec des choses de gazon, là. Pour référence, on a l'épisode 4 de la saison 4 avec Frédéric de la Maison de la Course. Donc, on parle de toutes sortes de matériel. Si tu as envie d'explorer un peu plus profondément, parce que c'est pas essentiel d'avoir tout ça, là. On explorait des bébelles, puis des souliers, puis des distinctions entre différentes sortes de souliers. Et puis, l'autre épisode que tu as fait avec Coach Frank dans la saison 3, l'épisode 5, où vous nous parliez de choisir des souliers de course. On parlait simplement. de notre expérience à nous. Avec Frédéric, on avait un volet de quelqu'un de spécialisé dans une boutique spécialisée. Mais c'est ça, ouais, moi et Coach Frank, on avait fabulé ses souliers avec nos connaissances, nos préférences, nos expériences. Puis il y a quelque chose à retirer là-dedans aussi. Et malgré qu'effectivement, c'est pas nécessaire pour commencer, faites-vous-en pas un frein, commencez. Mais la journée où vous allez vous chercher des souliers de course, idéalement, allez dans une boutique spécialisée pour vous faire bien conseiller, ça vaut la peine. Puis même avant les souliers, peut-être avoir une petite idée de comment s'habiller. C'est un peu désagréable d'avoir froid ou d'avoir trop chaud. Puis avoir trop chaud, souvent, ça arrive l'hiver. Oui, bizarrement, hein, mais oui. Moi, ça avait changé ma vie quand tu nous avais parlé de comment s'habiller puis comment identifier la façon dont on allait s'habiller. Tu veux-tu en parler? Bien sûr. Moi, ce que je fais, c'est que je prends la température actuelle quand je sors, puis je suis pas très monsieur prévision, là. Fait que je regarde 5 minutes avant de partir, je rouvre mon météo média, il fait combien ici maintenant? Puis, pas oublier le ressenti / facteur vent, ça, je me suis déjà fait prendre. Vous prenez la température, puis on ajoute 10 degrés. 10-12 degrés, puis là, vous allez faire vos expériences, mais c'est un bon départ, c'est un bon barème. Fait que, par exemple, s'il fait moins 10 dehors, comment je m'habillerais s'il faisait 0 pour juste vivre dehors? Pas pour faire du sport puis être actif puis créer de la chaleur. Juste jouer dehors puis marcher, mettons, dehors à 0. Comment je m'habillerais? S'il fait 15 dehors, comment je m'habillerais pour vivre à 25 degrés dehors? Puis ça donne une bonne idée. Fait que vous habillez comme ça, comme s'il faisait 10-12 degrés de plus dehors. Au début, quand on sort,
Ben non, ça marche pas son truc avec Coach Bill. Je l'ai, puis ça marchera pas. Ah, attends quelques minutes. Là, tu tombes à l'effort, tu génères de la chaleur, tout ton corps commence à dégager, puis comme tu dis, on se fait tout prendre l'hiver. À plus forte raison, quand l'hiver reprend, puis là, on a tout perdu nos repères, tout le monde. On s'en souvient plus, c'était devenu intuitif de s'habiller. Wow, il ramasse 2-3 morceaux, on sait ce qu'on fait, puis on l'intellectualise plus rendu à la fin de l'hiver. Mais quand l'hiver, le froid reprend, on en met tout le temps trop. Ah, je vais avoir fret, je suis pas bien. Puis là, en plus, on est comme pas acclimaté au froid. Fait que quand on sort, on a l'impression qu'on va mourir gelé. Puis, non, c'est pas long qu'on génère de la chaleur, on a chaud. Si t'as trop chaud, c'est pas mieux. Parce que la minute que tu vas arrêter, tu gèles. Fait il y a vraiment un sweet spot là, pour bien s'habiller, mais il n'y a rien comme faire des tests. Par contre, t'as un bon guide comme ça pour, disons, éviter certaines erreurs. Donc, il y a 2 épisodes auxquels on peut se référer. De la saison 2, l'épisode 13, Courir l'été, avec Coach Bill puis Coach Frank. Sinon, Courir l'hiver, de la saison 3, l'épisode 19, avec moi puis Coach Bill. Donc, on est bien équipés. Qu'est-ce qui va être normal de ressentir, puis qu'est-ce qui va être inquiétant à ressentir? Parce que là, il va se passer toutes sortes d'affaires, puis des fois, on va être inquiet de quelque chose qui n'est pas nécessairement important, puis d'autres fois, on va minimiser une sensation qui pourrait nécessiter une consultation médicale. Parce que, tu sais, là, tu sais, on vous dit, hey, allez courir, écoutez le podcast, allez courir. Il n'y a pas de professionnel de la santé, tu sais, là, oui, je suis kinésiologue, mais je suis dans le micro maintenant, puis tu vas peut-être apprendre à cause, tu vas écouter cet épisode-là peut-être dans 3 mois, tu sais, c'est pas top. On va consulter un médecin, un kinésiologue ou n'importe quel professionnel de la santé. Tu sais, un chiro pourrait dire, avant de commencer à courir, moi, j'irai voir un médecin parce que tu as telle condition de santé. Si tu n'as pas particulièrement de condition de santé, tu as le droit d'aller dehors, mettre tes espadrilles, puis commencer à courir. Puis normalement, quand vous consultez un professionnel, un coach, avant de vous prescrire de l'exercice, normalement, il devrait vous faire remplir un questionnaire qui s'appelle le questionnaire sur l'aptitude à l'activité physique, QAAP. Si vous n'êtes pas pour consulter quelqu'un, vous dites « Non, je suis correct, tout est beau », je vous invite quand même, faites juste une petite recherche sur Google, QAAP, ou évidemment, on va le mettre dans les notes d'épisode, puis il y a 7 petites questions au départ, puis ça va vous éclairer, là. Tu sais, votre médecin vous a-t-il déjà dit que vous souffriez d'un problème cardiaque? Si tu dis oui à ça, je te dis pas de pas courir, va juste consulter avant, parle-en pour bien le faire. Fait qu'il y a 7 petites questions comme ça qui pourraient vous éclairer à savoir je suis assez en forme, j'ai-tu une condition qui m'empêcherait ou qui serait préoccupante pour la course, puis il faudrait que je le fasse de façon un petit peu plus structurée, guidée, ou ben si vous cochez non à toutes ces questions-là, ben d'accord, pars, puis effectivement tu te réévalues, puis s'il arrive quelque chose, ça veut pas dire qu'il t'arrivera pas un inconfort ou une blessure dans le temps, mais au moins tu sais que tu pars avec des bases solides. C'est quelque chose, par exemple, parce que ça peut devenir une raison de ne pas commencer à bouger. Mon médecin m'a déjà dit que j'avais une condition cardiaque, fait que moi, sur le QAP, je coche oui, fait que je peux pas courir. Il va y avoir plus d'avantages à être actif que de ne pas l'être. Puis, tu sais, faut pas se mettre la tête dans le sable. Il peut arriver quelque chose de grave pendant une course. Il peut y arriver quelqu'un qui a un malaise cardiaque pendant une sortie de course. Ce qui va se passer, c'est qu'on va y aller de façon plus graduelle. On commencera peut-être pas avec de la course. On va commencer avec de la marche. Surtout si c'est totalement sédentaire, tu as une condition cardiaque, tu es diabétique, tu es sur le metformine pour stabiliser ton taux de sucre, puis tu as beaucoup de conditions. Ça va peut-être être important de le faire graduellement avec un coach, avec une autre personne. Au minimum, ne pas sortir seul. Fait que c'est ça. Oui, le QAP, c'est important de ne pas prendre les choses à la légère. Ça donne une petite idée. Mais c'est ça. C'est ce que je voulais rajouter. Puis, comme tu l'as nommé, mais il y a beaucoup d'avantages. Puis c'est Doc Étienne, dans un épisode où on parlait des coureurs avec l'âge. On disait, est-ce qu'on peut être trop vieux pour commencer à courir? De façon générale, moi, ça m'avait frappé. Il nous avait dit, si t'es déconditionné ou si t'as une maladie ou si t'as un whatever, t'as encore plus d'avantages à être en forme sur les autres plans sur lesquels t'es capable de le faire. Fait que bouge, fais quelque chose. Fait que si on revient sur ce qui va être normal de ressentir, il va y avoir de l'essoufflement. Puis, dans mon texte devant moi, c'est marqué « au début ». Non, tout le temps. Puis il y en a qui font « ouais, mais je suis encore full essoufflé ». Ben oui, puis tu vas continuer de l'être, puis il y a des fois que ça va être pire que d'autres. Puis d'un côté, tu vas être essoufflé.
L'essoufflement va pas nécessairement partir. On devient habitué. Des fois, on fait « Ah, je suis pas essoufflé. » Finalement, on s'arrête, puis « Ah, ouais, j'étais essoufflé. » Finalement, tu sais. C'est juste que tu apprends à le vivre puis tu le tolères mieux, mettons. Oui, effectivement. Après ça, ben des sensations musculaires, des douleurs musculaires. Ça peut apparaître 24, même 48 heures après une sortie de course. C'est comme, je suis pas allé courir hier, puis là, je commence à avoir super mal partout. Ben, c'est un peu ça, le fait d'être raqué. Tout ce qui est transpiration, chaleur, c'est correct, c'est juste normal. Ça veut dire que ton corps est en action, qu'il travaille, mais sois assuré de bien t'hydrater. Puis s'hydrater, c'est pas juste de boire pendant une course, c'est surtout même d'avoir un bon pattern d'hydratation, mais tout bien boire toute la journée, prendre de l'eau. Mais oui, le fameux 2 litres par jour, là. Ben oui, c'est ça. L'habitude de vie à prendre. Ton cœur s'emballe, ton cœur bat vite, ton cœur bat fort. C'est normal, ça va de soi. Tu lui demandes un effort supplémentaire. Idéalement, on va essayer d'avoir un essoufflement ou une fatigue cardiovasculaire qui nous permet de parler. C'est un bon guide, ça, surtout quand on commence, puis on dirait que courir, c'est pour aller vite. Il faut que je cours vite. Non, pas tant. Prends ton temps. Le but, c'est pas de se rendre le plus vite possible puis de mettre ton cœur le plus haut possible. Pas du tout. C'est justement de faire une hausse raisonnable de ton niveau cardiaque, de tes battements cardiaques, puis de le tenir. C'est ça la course, dans le fond. C'est pas parce que, à moins que votre objectif, c'est de faire des sprints sur 100 mètres, puis là, on n'est pas pantoute à la même place. Le but de courir puis de devenir un coureur constant, assidu, c'est plus de faire des sorties à plus lente vitesse, puis de développer de l'endurance. Puis c'est sûr qu'après, ça va être normal de ressentir une certaine fatigue, surtout dans les premières sorties. Tabarouette, ça m'a rentré dedans. C'était tough, puis ben oui, ça se peut au début, puis justement, peut-être que t'es allé un peu trop vite, peut-être que t'es allé un petit peu trop, ou c'était bien correct, puis donne-toi juste un temps de repos. L'autre côté, par exemple, de la médaille, t'es pas obligé d'être toasté, puis il faut pas même que tu sois toasté à chaque fois que tu sors. Pas l'objectif. Ça, c'est un peu le danger quand on commence, de dire « Ah, je n'ai pas fait assez, je vais continuer, je vais en faire plus, je suis pas encore fatigué. » Ouais. Parce que le but, c'est justement de bâtir une endurance, puis ton corps s'adapte tranquillement, puis il faut pas franchir la fameuse ligne, justement, soit que ce soit du surentraînement ou de la blessure, parce qu'il y a un paquet de structures dans ton corps qu'il faut qu'il s'adapte à la course, surtout dans les premières semaines. Là où il faudrait faire un petit peu attention, c'est s'il apparaît une douleur aiguë, très intense, puis qui persiste. Ou elle peut ne pas persister, fait que mettons une sensation dans le genou très pointue, très aiguë, puis là ça fait ça pendant ta course, là, tu prends ta journée de repos, tu retournes courir, t'as encore cette sensation-là aiguë, puis ça revient d'une course à l'autre, ça peut être important d'aller vérifier. Là. Ça se peut que ça soit le patron de course, ça se peut que ça soit les espadrilles qui soient pas adaptés à toi, ou peu importe, là, il y a peut-être une petite contraction musculaire, on peut aller consulter physio, chiro, kinésiologue. Tu parlais d'essoufflement tantôt qui est normal, mais par contre, si on tombe dans l'essoufflement extrême où tu cherches ton air ou même à un moment donné, ta respiration se bloque tellement tu as de la misère à respirer, ou même si tu t'es rendu au vertige, puis je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit hey, moi je courais, puis là je spottais qu'il y avait du gazon, puis je me suis dit si je tombe, au moins je vais tomber dans le gazon au lieu de l'asphalte. Non, la réponse c'est pas ça. Arrête. Arrête, marche, assois-toi, prends le temps de bien respirer, puis clairement, ben, t'as poussé un peu trop fort, là. Encore là, on parle pour des personnes qui débutent à la course. Tu sais, quand on va dans un événement de course, ça arrive, là, tu sais, c'est plate, il y en a qui vomissent, puis il y en a qui perdent connaissance, mais tu sais, t'es entouré, il y a une équipe médicale sur place, tu sais, c'est... Bon, idéalement, moi, je prône pas de me rendre là. Tu sais, pour vrai, si je vomis à une course, c'est comme, c'est sûr que je fais plus jamais ça. Mais, tu sais, là, on parle vraiment, tu t'entraînes, tu pars de chez toi, puis t'es toute seule, là. Après ça, ben, la fameuse douleur dans la poitrine, ça, c'est non négligeable. Puis je dirais même, du moment que ça se produit, il y a une douleur dans la poitrine, on arrête, on marche. C'est une raison pour retourner à la maison puis d'aller consulter. Ça veut pas dire que c'est super grave puis que t'as fait un infarctus puis t'étais sur le point de mourir, là. Mais, tu sais, parce que ça peut être aussi une condition musculaire. Tu sais, les muscles, la respiration vont travailler plus. Puis là, mettons, ça allait bien une couple de jours, une couple de semaines, puis t'as été très essoufflé.
Ça se peut que tu sois raqué des muscles intercostaux, puis ça fait une sensation justement de crampe au niveau de la poitrine. Juste on peut aller voir son médecin, là, évidemment, si ça arrive, mais un chiro pourrait arranger ça, là. Absolument. Ça m'est déjà arrivé. Des fois, c'est juste, tu sais pas, mais tu manger avant une course, ça te fait pas. Ça peut faire une espèce de poids sur l'estomac, puis c'est pas plaisant. Mais je suis d'accord avec toi, on néglige pas ça, puis on consulte, puis on aura l'esprit clair après. On a parlé de fatigue un peu après une course, mais si ça devient une fatigue extrême qui dure plusieurs jours, normalement, faire du sport, ça devrait être énergisant au bout de la ligne. Si tu gagnes jamais cette énergie-là, là, clairement, t'en fais trop, tu pousses trop fort, t'as pas assez de repos. Là, ça devient important là, d'étaler tes courses, de raccourcir, puis de ralentir pour arriver à un niveau où, oui, tu as une certaine fatigue, mais une fatigue qui est satisfaisante, qui, à terme, devrait te donner de l'énergie et non pas t'épuiser. Puis aussi, juste petite étoile à ceux qui ont comme objectif de perdre du poids, faire attention, tu sais, il faut quand même se nourrir, faut pas dire ben là je mangerai pas, j'ai fait une course, puis là finalement tu n'arrives pas à refaire tes réserves énergétiques. À l'inverse, on veut pas over manger, parce que là tu vas prendre du poids puis ça va devenir plus difficile, puis tu as l'impression de pas atteindre tes objectifs là. Fait que juste essayer de trouver un équilibre au niveau de l'alimentation, manger régulièrement, prendre des collations au besoin là. Puis, je fais un petit parallèle sur que ce soit les applications ou les montres qui font estimer des calories que vous avez brûlées. Là. Prenez pas ça comme « OK, j'ai brûlé 350 calories. Ah, tiens, palette de chocolat, cool. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est ça, c'est pas tout ce qui rentre ressort. Non. C'est pas le même chiffre là, qui rentre puis qu'est-ce qui sort. Il y a un petit processus, un grand processus plutôt complexe dans le corps. Si vous sentez des engourdissements ou des faiblesses, surtout, ça risque de se manifester dans les jambes, mais ça peut être ailleurs, ça peut être le haut du corps. Ça m'est déjà arrivé là, d'avoir les mains engourdies ou les épaules, mais surtout au niveau des jambes. S'il y a un engourdissement, généralement, ça peut être un petit pincement nerveux à quelque part. Puis c'est une bonne raison de consulter. J'orienterais vers chirophysio dans ces cas-là, s'il y a quelque chose. C'est pas nécessairement grave, mais c'est une condition qui est importante à s'occuper pour pas que ça vous freine ou que ça dégénère. Ça peut même être le matériel utilisé. Les souliers peuvent être attachés trop serrés, puis finalement, tu as le pied engourdi. Puis finalement, c'est pas une condition musculo-squelettique, c'était vraiment parce que les souliers étaient attachés trop serrés. Ou des fois, c'est pas la bonne sorte. Là. J'en ai une paire de souliers que j'ai jamais mis parce que j'ai les pieds engourdis quand je les mets, peu importe qu'ils soient attachés serrés ou pas. Tu parles de souliers, puis je fais un retour sur les équipements tantôt qu'on n'a pas dit. C'est cool, là, il y a les 2 épisodes que vous pouvez écouter. Il y a 2 heures de stock à écouter. Mais si j'avais un conseil à donner, prenez vos souliers de course plus grands que vos souliers de jour. Combien de fois j'ai vu des coureurs dire « Ben non, moi je porte du neuf, t'arrives à la boutique, je vais me chercher du neuf. » En course, ça marche pas de même. Pour plein de raisons. Premièrement, parce que ton pied bouge, tu propulses ton pied, puis il va cogner au bout de ton soulier. Parce que de nos souliers réguliers, on les prend, je vais dire juste, parce qu'on dit « Je grandis plus, j'ai besoin de juste cette longueur-là. » On veut pas une espèce de bout qui dépasse, qui est gossant en marchant. Mais en course, il est important. Fait que généralement, on va parler de minimalement un demi-point plus grand, puis dans certains cas, même jusqu'à 1 point plus grand. Si la personne vous conseille un soulier plus grand que ce que vous portez d'habitude, c'est parce qu'il connaît ça. Il n'est pas nono, puis il sait ce qu'il fait. Puis ça évite évidemment des ongles noirs d'orteil, parce que sinon il cogne, ça crée une percussion au niveau de l'ongle d'orteil, puis il peut venir noir jusqu'à tomber. Ça peut créer des blessures justement au niveau des bouts des orteils. Ça peut faire une compression sur le pied. Puis comme tu dis, faire un engourdissement, c'est pas cool. Et l'autre chose, il y a aussi les largeurs dans les souliers. Si vous êtes un peu stiff, il existe des largeurs dans les souliers de course. Fait que ça, c'est autre petit truc, prendre des souliers de course un petit peu plus grands pour éviter justement les engourdissements ou des problématiques. Puis c'est pas... J'ai envie de dire, un demi-point, moi, ça n'a pas été assez. C'était 1 point plus grand. Ouais, hein? Ouais. J'ose pas aller à 1, mais c'est vrai, je sais que oui, ça, pour certaines personnes, ça prend vraiment 1 point de plus. Hein. Puis je parlais avec une amie de course, là. Puis j'ai demandé combien qu'elle portait. Puis elle a dit des 9, mais pour courir des 10. Fait que carrément, la mode est beaucoup au point plus grand. Puis au niveau des lacets, là, on ne serre pas ça en fou des souliers de course. Là. Vous les perdrez pas, là. Non, On les attache bien, mais on ne serre pas ça à côté.
Puis là, ça fait un bon moment qu'on parle. On n'a même pas commencé à courir encore, c'est fou. mais là, on s'en va là. C'est là qu'on s'en va. Puis faire un peu un parallèle avec une relation amoureuse. Ou, pas nécessairement, pas juste amoureuse, là, c'est pour faire une blague, mais c'est quand même une relation amour-haine avec la course. Il y a des moments où tu cours, puis ça t'élève, tu grandis, ça t'apporte, c'est valorisant. Puis il y a d'autres moments, c'est comme ça va pas bien, puis tu voudrais être rendu à telle place, puis t'es pas rendu là, puis tu te fais chier, tu fais pourquoi je fais ça de base, ça sert à rien. Puis fait que c'est ça, on amène un peu le sujet dans ce sens-là. Donc, on commence à courir maintenant. On a nos souliers, on a notre stock, on est en lune de miel, on est hyper motivé. On est en amour avec la course, avec notre nouvelle décision qu'on vient de prendre pour soi. T'es gonflé à bloc, t'as même pas mis un pied dehors. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? On prévoit à l'horaire 3 sorties. On a écrit, je vais courir, un petit cœur avec une petite fleur. Puis là, on est super motivé. Puis là, t'as acheté tes nouveaux souliers, t'as acheté tes vêtements. Puis là, tu t'en vas dehors. Puis là, ça se passe peut-être pas nécessairement comme tu voudrais, mais c'est pas grave. Là, ils l'ont dit, là, ça va être plus difficile quand je vais commencer. Là, je suis encore là, je suis fière. Puis là, tu le dis aux gens autour de toi, les gens sont fiers de toi. La belle lune de miel. Comment ça se passe concrètement? Ta première sortie, ou même tes 2 premières semaines, ce qu'on veut, c'est aller explorer. Tu sais, quand on rencontre quelqu'un, on va sur une date, on essaie on veut apprendre c'est quoi sa couleur préférée, c'est quoi, qu'est-ce qu'il sent, comment qu'il bouge, qu'est-ce qu'il me fait ressentir. Fait ça va être un peu la même chose avec la course. On s'en va dehors, on marche, puis on essaye, on fait des tentatives. Puis là, tu sais, on peut aller chercher un plan d'entraînement, puis ça peut être déjà écrit, bon, mais tu vas faire 5 fois 30 secondes, ou 1 minute. Mais tu peux aller l'explorer par toi-même. Tu sors, tu pars marcher. Puis là, tu dis, bon, ben là, je commence à courir. Tu fais quelques petits pas. Puis là, à un moment donné, tu commences à être essoufflé. Tu fais, OK, c'est assez. Tu regardes ta montre. Tu dis, ah, j'ai couru pendant 30 secondes. Puis là, tu essaies de récupérer. Fait que tu peux prendre ça en note au retour à la maison. Tu dis, ben moi, j'ai fait 5 fois 30 secondes de course. Puis j'ai marché pendant 1 minute entre ces intervalles de course-là. Ça va avoir été ta première sortie de course. C'est un beau barème, ce que tu dis. Hey, je vais courir les 30 secondes. Ah ouais? Je suis sûr qu'il y a du monde qui dit, ah ben moi, je commence à courir, fait qu'on... Viens-tu, on va aller faire un 5 km. Non. C'est plus dur qu'on pense. Mais c'est ça. Mais ces petites sorties-là sont tellement importantes. Puis c'est ça qui bâtit, prépare tout ton corps. Mais tu l'as dit, on sort puis on va un peu comme quand tu rencontres une personne. Là, tu explores, tu testes des choses. Mais au-delà du temps, hey, ça fait quoi quand je cours, là? Ça cogne à terre. Hey, wow, je sens des sensations dans mon corps. Ah, tiens. Si je relève ma tête, je regarde plus loin, c'est plus léger, c'est moins dur. Ah, j'ai plus de douleur. Il y a plein de choses qui vont se passer dans ton corps. Au-delà de juste dire, hey, je cours 30 secondes. Il s'en passe des choses dans ces 30 secondes-là. Là. Ah oui? Ah oui. Pas juste dans ton corps, dans ta tête aussi. Dans ta tête aussi. Puis, au début, là, les 30 secondes de course sont énormément plus longues que les minutes de marche. Oui, c'est ça. Il va-tu sonner, mon 30 secondes? On regarde aux 4 secondes. Tabarouette. Là, on se demande pourquoi le monde aime ça. Oui, c'est ça. Ça va venir, promis, ça va venir. Fait que ce qu'on va faire, tu sais, dans les intervalles, ça peut être, on a dit 30 secondes, mais ça peut être 10 secondes, ça peut être 20 secondes, 30 secondes, 60 secondes de jogging, de course. Idéalement, tu pars pas en fou, tu fais pas un sprint, là, tu y vas. Moi, ce que je disais, c'est tu cours pout-pout. Ça me semble que ça dit tout, une petite course pout-pout. Tu te prends un intervalle de marche entre 2 intervalles de course. Au départ, un minimum de 1 minute de marche, vraiment faire redescendre les fréquences cardiaques, assouplir les muscles, assouplir le mental, rendre ça un peu plus agréable. Puis un piège à éviter, là, il y en a qui vont dire, bon, ben, moi, j'ai une boucle, là, mettons, si je descends au bas de ma rue, je remonte la rue à côté, puis je redescends de l'autre bord, ça me fait 2,3 km. Ça semble raisonnable. C'est pas le 5 km que Coach Bill a parlé. Fait que moi, je pars, j'essaie de faire le plus long possible à la course. Fait que là, tu pars, puis là, sur ton 2,3 km, tu vas faire 300 mètres. Puis là, tu vas être à bout de souffle. Là, tu vas marcher. Puis
Puis là, après 45 secondes, ah ouais, il me semble que OK, je suis correct. Tu repars, puis là, tu fais 250 mètres, puis là, tu fais toute ta sortie comme ça, un peu aléatoire, puis dès que tu reprends un petit peu ton souffle, tu repars tout de suite. Il n'y a pas assez de récupération. Tu vas être capable de le faire, tu vas être fier, tu vas avoir l'impression que tout va bien, mais il n'y aura pas une progression constante parce que tu n'as pas assez de récupération pendant ta sortie de course. Fait que, tu sais, on parle de au moins mettre 1 minute de marche, puis d'y aller avec des intervalles réguliers, puis en dessous de l'effort maximal pour qu'il y ait une progression. Parce que, on l'a dit, on n'apprend pas à courir un marathon en courant un marathon. Tu sais, si tu veux progresser vers le continu, il faut d'abord que ce soit fractionné, ton corps ait le temps de s'adapter. Puis à quel moment le corps s'adapte? C'est pendant les périodes de récupération, pendant les intervalles de ta sortie de course, les intervalles entre 2 sorties de course, puis pendant les périodes de récupération aussi qui vont se produire parce qu'on continue pas toujours en continu vers le haut. Il y a des semaines de récupération aussi dans notre plan d'entraînement. Sinon, tout ce que tu fais, c'est que tu bâtis de l'épuisement, puis tu cours à ta perte. Fait que je suis d'accord avec toi. Ces périodes de repos, micro et macro, fait que ta minute de course puis ta journée de repos, c'est là que tu te renforces puis que ton corps devient plus fort pour la prochaine fois. Fait que là, on est encore dans la première semaine. C'est important, dans les premières semaines, de prendre c'est un 48 heures, dans le fond. On sauter une journée de course. Tu cours le lundi, tu cours pas le mardi. Tu vas recourir le mercredi, ouais, c'est ça. Donc, surtout au début, pour laisser le temps au corps de s'adapter, de réparer les micro-déchirures, tous les impacts qu'il va avoir eu sur les articulations, que tu sois en surpoids ou pas, il y a un impact sur les articulations, puis ton corps est pas prêt. Même si tu joues au badminton, puis tu joues au volleyball, puis que tu fais du vélo, c'est pas la même chose qui va être travaillée au niveau de tes articulations, tes muscles, ton corps. Parce que oui, il y a toute adaptation cardio, de bâtir la capacité cardiovasculaire, mais il y a toutes les structures, que ce soit musculaires, articulaires, qu'il faut qu'ils s'adaptent à la course. Tu sais, la course, c'est des chocs répétés, là. C'est plusieurs chocs par minute. Ça fait boum, 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 ton corps mange ça. Il est capable, mais donne-y le temps de les absorber puis de dire, OK, c'est comme ça qu'il faut que j'adapte ça. Des structures qui vont se renforcer, qui vont se modifier un petit peu, mais tranquillement, il faut que tu lui donnes du temps. Encore dans cette première semaine-là, tu as fait ta première sortie, tu as exploré, tu as dit, bon, mais là, moi, c'était des 20 secondes que je courais. Ta deuxième sortie, tu vas faire exactement la même chose. Tu sais, ce que tu as pris en note, là, tu vas avoir envie de dire, j'ai fait 20 secondes, je vais faire 30 secondes. Mais non, retourne faire exactement la même sortie. Elle va être plus facile, puis ça va te donner envie de recommencer dans le temps. On se rappelle, on est en lune de miel, là. On explore, puis on s'assure. Tu as eu ta première date avec le gars, là. C'était cool, tu le filais, c'était chaud, ton cœur s'est emballé, t'es parti, t'es resté sur ton appétit. Tu retournes le voir, tu vas valider. Ben ouais, on sait-tu l'alcool qu'on a bu? Tu sais, non, hey, crème, c'est vrai que ça fit. Il me semble, là, il y a un match, là, pour vrai. On va pas progresser là, dès la deuxième sortie de course. On fait exactement la même chose. Puis de toute manière, en course, le but, c'est pas de changer plein de choses en même temps. Tu sais, souvent, c'est ça qui nous tente. Hey, comme tu dis, fais la même. Pas, je vais en faire plus vite, je vais en faire plus long, puis je vais y aller finalement 2 jours de fil. Ça, c'est un plan pour se blesser, puis que ça marche pas, là. Ouais. Généralement, on progresse sur un plan à la fois. Puis c'est ça, c'est une théorie qui est super importante à retenir dès que tu commences à courir. Puis c'est un principe pour les coachs, on n'augmente jamais le volume et l'intensité en même temps. Là, quand on commence à courir, c'est direct ça qui se passe. On augmente le volume parce qu'on passe sur notre divan ou pas coureur à la course, à l'activité physique, puis en plus, on augmente l'intensité. Donc, c'est super fragile, il faut y aller super progressivement. Puis, normalement, ce qu'on veut, c'est courir plus longtemps. Donc, si on ajoute du temps, c'est le volume qu'on augmente, on va pas augmenter l'intensité. Fait qu'on veut pas parcourir notre kilomètre plus rapidement. On veut juste être rendu capable, plutôt que de courir 1 kilomètre, on va être capable de faire 1,5 km, puis 2 km. Pas nécessairement plus rapidement. Ça va être plus tard. On travaille l'endurance. Ensuite, si tu veux améliorer ton temps sur 1 km, sur 5 km, c'est là que ça va se produire, mais ça, c'est vraiment pas tout de suite. C'est pas demain, c'est pas la semaine prochaine. Là. Profite de ta lune de miel. Oh oui. On essaie d'instaurer une habitude. Est-ce que tu avais une plug pour nos auditeurs cette semaine? Oui, je me suis fait recommander un livre par ma chiro de Tim Ferriss.
Le titre, c'est The 4-Hour Body, 4 heures pour un corps d'enfer. Entre parenthèses, j'haïs le titre, mais je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est tous des conseils un peu éparpillés que lui a testés, puis qui met dans son livre. Puis l'objectif, ça peut être une perte de poids, un gain de masse musculaire, il y a même des informations sur la santé sexuelle, mais c'est quand même bien vulgarisé. Ça rend les choses accessibles. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est il fait le parallèle avec la règle du 20-80, où ce que 80% des résultats peuvent être atteints avec 20% d'efforts ou moins. Ça peut être un ratio, même 95-5%. Donc, en fournissant 5% d'efforts sur quelque chose, tu vas avoir 95% des gains, mais pour obtenir le dernier 5%, ça va être difficile. Mais justement, c'est le fun d'avoir ces informations-là sur c'est quoi le minimum à fournir pour atteindre beaucoup de résultats. En tout cas, c'est un super livre, super intéressant. C'est purement là, dans l'optimisation, justement. Pas aller au bout de chacune des choses, mais juste, comme tu dis, je vais faire là juste ce qu'il faut pour aller chercher le maximum de gains. Puis tu vas faire un plaisir immense à Coach Frank, qui est un fan fini de Tim Ferriss. Il en a parlé tellement souvent que je suis pas inconvaincu qu'il a déjà lu ce livre-là lui aussi. On va avoir une petite conversation, Coach Frank. Toi, Coach Bill, t'avais-tu une plug? Hey, j'ai pas une plug cette semaine. Je pense que c'est la première ou deuxième fois, mais ça va être un coup de gueule cette semaine à Garmin. Autant que j'ai un amour de ma montre Garmin, puis des plateformes, puis des statistiques que ça me donne. Cette semaine, récemment, là, ils ont sorti qu'il allait avoir un abonnement Garmin Connect Plus, alors que cette plateforme-là a toujours été gratuite, avec une foule de statistiques intéressantes. Le deal, c'est t'acheter une montre Garmin, qui est pas moins cher du marché, on s'entend, puis t'avais la plateforme qui venait avec, parce que t'avais une Garmin. Pour vrai, je trouvais que les analyses étaient vraiment nice, ils ont beaucoup de statistiques, mais là, ils ont l'air de vouloir là, arrêter un petit peu le développement de cette plateforme-là pour se concentrer sur des abonnements payants pour aller chercher des fonctionnalités supplémentaires. Évidemment, tout ce qui est intelligence artificielle, ils parlent des badges exclusifs, des activités en direct, là, un tableau de performance plus évolué. Donc là, on parle d'un autre 10$ par mois, il y a déjà Strava, il y a plein de choses. Fait que je trouvais le choix là, un peu particulier, ça a été décrié dans la communauté aussi des coureurs, parce que la plupart des plateformes de manufacturiers, généralement, sont pas payantes. Strava est agnostique, mais ça amène d'autres choses. Ils ont leurs analyses. Ça permet justement que si tu changes de montre dans ta pratique de course à un moment donné, ben, tu as une continuité dans tes statistiques, alors que Garmin, si tu sors de Garmin, ben, tu n'es plus dans l'écosystème. Tu n'es plus là. Si jamais tu décides d'aller vers Fitbit ou Polar, ben, tu poursuivras pas avec ça. Ces données-là vont comme rester là un peu dans le temps statique. Fait que je trouvais ça, là, c'est opinion pure. Là. Moi, je trouvais que c'était un choix particulier, puis je ne serai pas un de leurs abonnés. Moi, je vais continuer à prendre la portion gratuite puis me concentrer sur Strava qui me sert vraiment super bien. Ben moi non plus, je vais pas prendre la portion payante. Sur ça, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs? Bonne course! Si tu as aimé cet épisode, prends le temps de le partager autour de toi. Abonne-toi sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les nouveaux épisodes qui sortent chaque mardi. Puis tant qu'à y être, laisse-nous un petit commentaire puis un 5 étoiles, c'est toujours apprécié.